Chapitre 6. Maîtrisez l'art de l'insinuation. Il est indispensable de rendre vos cibles malheureuses et avides d'attention. Mais si vous êtes percé à jour, elles érigeront des défenses. Toutefois, il n'existe pas de défense connue contre l'insinuation. L'art d'instiller goutte à goutte dans l'esprit de l'autre des idées qui ne s'épanouiront que plus tard, à son insu, ou qui paraîtront même spontanées. Usez d'un double langage. Faites des déclarations brutales suivies d'excuses et de rétractations, des commentaires ambigus, des remarques anodines ponctuées de regards entendus. Vos propos ne libéreront leur sens véritable que dans le subconscient de votre victime. En tout, cultivez la suggestion. Insinuer le désir. Nous sommes à Paris, dans les années 1770. Un jeune homme s'est rendu à l'opéra pour y retrouver sa maîtresse, la comtesse de X. Comme ils se sont disputés, il a hâte de la revoir. La comtesse n'est pas encore dans sa loge, mais une voix le hèle d'une loge voisine. C'est une amie à elle, Madame de T, qui propose au jeune homme de venir la rejoindre. Quelle chance qu'ils se soient rencontrés justement ce soir-là, ajoute-t-elle. Elle a une visite à faire, il faut absolument qu'il l'accompagne. Le jeune homme n'a qu'une envie, revoir la comtesse, mais son ami insiste avec tant de charme qu'il accède à sa demande. Avant qu'il n'ait eu le temps de demander la destination de la course, il monte dans son carrosse qui démarre au galop. Le jeune homme presse son hôtesse de lui expliquer où ils vont. Elle se contente d'abord de rire, puis lui avoue. Ils se rendent au château de son mari. Le couple, qui vit séparé depuis longtemps, a résolu de se réconcilier. Néanmoins, comme elle a un mari fort ennuyeux, elle s'est dit que la présence d'un sémillant jeune homme mettrait un peu d'animation. L'intéressé reste perplexe. Cette dame a déjà un certain âge et une réputation d'austérité. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un amant. Un marquis, lui a-t-elle appris. Pourquoi diable a-t-elle jeté son dévolu sur lui pour cette excursion? Cette histoire ne tient pas debout. En chemin, elle lui propose de regarder avec elle le paysage par la fenêtre. Il se penche vers elle, et au même moment, un cahot la jette contre lui. Elle lui saisit la main et lui tombe dans les bras. Après un bref moment d'abandon, elle se dégage assez brusquement. Silence embarrassé. « Cherchez-vous à me convaincre que j'ai commis une imprudence en vous invitant ?» dit-elle. Il jure de son innocence. L'incident est purement fortuit. Il sait se comporter en homme vertueux. En réalité, cette brève étreinte ne l'a pas laissé indifférent. Ils arrivent au château. Le mari sort à leur rencontre. Le jeune homme se répand en compliments sur l'architecture du bâtiment. « Dehors, ce n'est rien, » coupe la dame. « Il faudra que je vous montre l'appartement de mon mari. » Il n'a pas le temps de s'en étonner, son hôtesse change prestement de sujet. Le mari est effectivement ennuyeux comme la pluie. Heureusement, à la fin du dîner, il se retire, les laissant seuls. Elle l'invite à faire quelques pas avec elle dans le parc. La soirée est délicieuse, et tout en marchant, elle lui prend le bras. Elle ne craint pas qu'il en abuse, fait-elle remarquer, car elle connaît l'amour qu'il porte à la comtesse. Il parle de choses et d'autres, puis elle revient à la charge. « Vous rend-elle vraiment heureux ?»« J'ai bien peur que non, et cela me tourmente. N'êtes-vous pas souvent victime de ces bizarres foucades ?» Sur quoi, à la grande surprise du jeune homme, suivent des allusions qui tendent à prouver que la comtesse lui est infidèle, comme il l'en a parfois soupçonné. Madame de T soupire. Elle déplore d'avoir à prononcer pareils propos sur son ami, qu'il veuille bien lui pardonner. Puis, à brûle-pourpoint, elle lui signale qu'ils approchent d'un joli pavillon où elle a toutes sortes de souvenirs exquis. Hélas, il est fermé, elle n'en a pas la clé. Il trouve néanmoins l'entrée et, merveille, la porte est grande ouverte. Malgré l'obscurité, le jeune homme comprend que le lieu se prête à ravir à des rendez-vous galants. Ils entrent, se laissent aller sur une méridienne et, c'est plus fort que lui,
il la prend dans ses bras. Elle le repousse mollement, puis s'abandonne. Enfin, elle reprend ses esprits. Il est temps de rentrer au château. Le jeune homme se demande s'il est allé trop loin. Il faut coûte que coûte qu'il se maîtrise. En revenant à pas lents, Madame de T soupire. Quelle nuit exquise nous venons de passer ensemble. Fait-elle allusion aux événements du pavillon? Il y a au château une pièce encore plus agréable, mais je ne puis vous la montrer, dit-elle sur un ton d'excuse, comme s'il s'était montré trop galant. Elle a déjà fait allusion à l'appartement de monsieur, plusieurs fois. Il ne parvient pas à comprendre ce que cette pièce peut avoir de si extraordinaire, mais à présent, il meurt d'envie d'en savoir plus. Il insiste pour qu'elle l'y amène. « À condition que vous vous teniez tranquille », répond-elle en faisant les gros yeux. Il pénètre dans le château à présent plongé dans l'ombre. Elle le guide jusqu'à la fameuse chambre. C'est une sorte de temple du plaisir, découvre-t-il avec ravissement. Les murs sont couverts de miroirs et de peintures en trompe-l'œil, des scènes forestières, et même une grotte obscure et une statue d'Héros seulement vêtue d'une guirlande. Sous l'effet de cet enchantement, le jeune homme reprend vite les choses où il les avait laissées au pavillon, et aurait perdu toute notion du temps si un domestique n'était accouru pour les avertir qu'il y avait de la lumière dehors. Monsieur allait monter. Ils se séparent en toute hâte. Plus tard cette journée-là, tandis que le jeune homme se dispose à repartir, son hôtesse prend congé de lui sur ces mots. « À vous revoir, monsieur. Je vous dois d'immenses plaisirs. Mais je vous ai payé avec un beau rêve. Maintenant, votre amour exige que vous repartiez. Je ne veux pas être cause de dispute entre la comtesse et vous. » Réfléchissant à son aventure pendant le voyage de retour, le jeune homme ne parviendra pas à comprendre ce dont elle a voulu parler. Il a le vague sentiment d'avoir été manipulé, mais pour quel plaisir en contrepartie? Interprétation. Madame de T est l'un des personnages d'une nouvelle libertine écrite au XVIIIe siècle par Vivant Denon, intitulée « Point de lendemain ». C'est un ouvrage picaresque, le narrateur écrit à la première personne. Bien que cette histoire soit fictive, les méthodes de cette dame sont manifestement inspirées de celles de libertines célèbres vivant à l'époque, passées maîtresses dans l'art de la séduction. Leur arme la plus dangereuse était l'insinuation. C'est ainsi que Madame de T manipule le jeune homme en le faisant passer pour l'agresseur, obtenant ainsi la nuit de plaisir qu'elle souhaitait, tout en gardant sa réputation intacte. Après tout, c'est lui qui a pris l'initiative du contact physique, du moins en apparence. Car en réalité, c'est elle qui tire les ficelles en lui suggérant constamment ce qu'elle veut qu'il fasse. Pendant le voyage, par exemple, elle l'invite à s'asseoir plus près d'elle. Elle lui reprochera ensuite de s'être conduit de façon bien cavalière, mais le jeune homme, lui, reste sous le coup de cet agréable incident. Quand elle lui parle de la comtesse, il est pris de remords et ne sait que penser. Mais en laissant entendre que sa maîtresse n'est pas fidèle, elle suscite en lui colère et désir de revanche. Puis elle le prie d'oublier ses propos et de lui pardonner d'avoir parlé. C'est une tactique d'insinuation classique. Je vous demande d'oublier ce que je viens de vous dire, mais je sais que c'est impossible. Cette pensée demeurera dans votre esprit. Provoqué de la sorte, il était inévitable qu'il se montre pressant dans le pavillon. Elle mentionne plusieurs fois la fameuse chambre. Bien sûr, il insiste pour la voir. Toute la soirée baigne dans une atmosphère ambiguë. Même les mots « à condition que vous vous teniez tranquille » peuvent s'interpréter de différentes façons. L'esprit et le cœur du jeune homme sont désormais embrasés par les sentiments contradictoires de frustration et de désir qu'elle a indirectement suscités en lui. Apprenez à être allusif dans tous vos propos, surtout au premier temps d'une manœuvre de séduction. Par quelques commentaires négligemment glissés, faites naître le doute sur certaines relations de la victime afin de la déstabiliser.
Un effleurement fortuit éveillera son désir, de même qu'une œillade suggestive, une inflexion particulièrement chaleureuse, sans insister. Tel commentaire anodin laissera entendre à votre victime qu'elle vous intéresse d'une façon ou d'une autre. Mais restez subtil. Vos paroles ne doivent que révéler une éventualité, faire naître une interrogation. Vous semez des graines qui peu à peu vont prendre racine. En votre absence, votre cible ruminera les idées que vous avez instillées en elle, les doutes que vous avez soulevés. Elle est en train de s'empêtrer dans votre toile d'araignée, sans se rendre compte que vous la manipulez. Comment se défendre si l'on ne se sait pas attaquer? Ce qui distingue la suggestion des autres formes d'influence psychique, telle un ordre, une information ou une instruction, c'est que l'idée se manifeste sans soulever la question de son origine, acceptée comme si elle lui était venue spontanément à l'esprit. Sigmund Freud. Les clés de la séduction. On ne peut passer sa vie sans devoir à un moment ou à un autre convaincre quelqu'un. Si vous allez droit au fait, vous aurez peut-être la satisfaction de vous sentir honnête, mais vous n'obtiendrez pas forcément gain de cause. Les gens ont leurs idées à eux, fossilisées par la force de l'habitude. Vos paroles seront en concurrence avec leurs milliers de préjugés et vous n'obtenez rien. D'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on cherche à les convaincre comme s'ils étaient incapables de décider par eux-mêmes, comme si d'autres en savaient plus long qu'eux. Utilisez plutôt le pouvoir de l'insinuation et de la suggestion. Cet art exige de la patience, mais les résultats obtenus en valent largement la peine. La pratique de l'insinuation est un jeu d'enfant. Dissimulez vos allusions sous des remarques anodines, des rencontres fortuites. Le motif sera de nature émotionnelle, l'aspiration à un plaisir qu'on n'a pas encore atteint, le regret d'une vie sans imprévu. L'allusion s'introduit dans l'esprit de la cible à son insu, ébranle sa confiance en soi sans laisser trace de son origine, trop subtile pour s'être fixée dans la mémoire. Plus tard, lorsque la graine ainsi déposée germera et prendra vie, la victime s'imaginera que l'idée lui est venue spontanément, qu'au fond, elle était là depuis toujours. L'insinuation permet ainsi de circonvenir les défenses naturelles de l'auditeur, lequel tend à prêter une oreille plus attentive à ce qui vient de lui-même qu'à ce qui vient des autres. Bref, c'est un langage qui s'adresse directement à l'inconscient de la victime. On ne devient maître dans l'art de séduire et de convaincre qu'à condition de maîtriser l'art de l'insinuation. Un curieux personnage se présenta un beau jour à la cour de Louis XV. Nul ne savait rien de lui. Impossible de déterminer son âge ni d'identifier son accent. Il se faisait appeler le comte de Saint-Germain. À l'évidence, il jouissait d'une certaine opulence. Les pierres précieuses scintillaient sur toute sa personne, à ses doigts, à ses souliers, sur son habit, à ses manches. C'était un violoniste virtuose et un peintre de talent. Mais le plus passionnant, c'était sa conversation. En fait, ce prétendu comte était le pire charlatan du XVIIIe siècle, un maître de l'insinuation. Il parsemait çà et là ses phrases de certains mots. Pierre philosophale, la substance qui permet de transformer en or le vil métal, ou élixir de longue vie. Non qu'il affirmât les posséder lui-même, mais les mentionnés finissaient par en associer l'idée à sa personne, alors que s'il avait prétendu en être détenteur, nul ne l'aurait cru, et tout le monde lui aurait tourné le dos. Il citait ainsi le nom d'un personnage mort depuis 40 ans, comme s'il l'avait personnellement connu. Si tel était le cas, lui-même aurait dû avoir 80 ans sonnés, alors qu'il paraissait à peine la quarantaine. Et comme il avait parlé de l'élixir de longue vie, et qu'il paraissait si jeune. Le secret du comte de Saint-Germain, c'est qu'il savait rester vague. Il laissait négligemment tomber ses allusions au cours d'une conversation animée, ajoutant une note gracieuse à une mélodie par ailleurs agréable. Ses auditeurs ne réagissaient qu'après coup. Au bout d'un moment,
Il revenait lui poser des questions sur la pierre philosophale et l'élixir de longue vie, sans s'apercevoir que c'était justement lui qui leur en avait soufflé l'idée. N'oubliez pas. Pour implanter le germe d'une idée séductrice, il faut faire appel à l'imagination, au fantasme, au rêve secret de l'autre. Ce qui met son esprit en branle, c'est d'évoquer ce qu'il a envie d'entendre. Des perspectives de plaisir, de richesse, de santé, d'aventure, etc., si bien que ces aménités semblent être précisément ce que vous avez l'air de lui offrir. Il viendra spontanément les chercher auprès de vous, inconscient du fait que c'est à vous qu'il doit y avoir pensé. En 1807, Napoléon décida qu'il lui fallait à tout prix faire alliance avec le tsar de toutes les Russies, Alexandre Ier. Il avait deux objectifs. Un traité de paix, grâce auquel le tsar et lui se partageraient l'Europe et le Moyen-Orient, et une proposition de mariage qui lui permettrait de divorcer d'avec Joséphine et de prendre femme dans la famille impériale russe. Au lieu de présenter abruptement ses projets, Napoléon entreprit de séduire le tsar à l'occasion de courtoises rencontres et de conversations amicales. Comme par inadvertance, il révéla aux Russes que Joséphine était stérile, puis il changea rapidement de sujet. Un commentaire par-ci, une allusion par-là, suggérait que le destin de la France et celui de la Russie étaient intimement liés. Un soir, juste avant de prendre congé, Napoléon confia au tsar son désir d'enfant, puis il soupira tristement et se retira pour aller se coucher, laissant son hôte méditer sur cette confidence. Il emmena Alexandre Ier voir une pièce de théâtre qui parlait de gloire, d'honneur et d'empire. Après quoi, il put glisser ses insinuations sous couvert de discuter de l'œuvre. Quelques semaines plus tard, le tsar fit part à ses ministres d'un projet de traité avec la France et d'alliance par le biais d'un mariage, et comme si ces idées venaient de lui. Prétendu lapsus, confidence apparemment involontaire, révélation suivie de rétractation et d'excuses. Toutes ces techniques d'insinuation ont un pouvoir considérable. Les idées ainsi suggérées se glissent comme un poison sous la peau de l'auditeur et se mettent à y vivre d'une vie propre. Elles seront d'autant plus efficaces que votre cible sera détendue ou distraite, inconsciente de ce qui lui arrive. Un badinage poli est l'alibi parfait. L'autre est absorbé par sa prochaine répartie, par ses propres pensées. Il fera à peine attention à ce que vous lui suggérez, ce qui est précisément le but recherché. Au cours d'une de ses premières campagnes électorales, J.F. Kennedy prit la parole devant un groupe d'anciens combattants. Tous connaissaient ses exploits héroïques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fameux engagement de la vedette lance-torpille PT-109 avait fait de lui un héros. Pourtant, au cours de son allocution, il ne parla que de ses camarades de bord, sans jamais citer sa propre action d'éclat. Cela n'était pas nécessaire, il le savait. Tous l'avaient présente à l'esprit à cause de ce silence même. En outre, il avait l'air modeste, vertu méritoire pour un héros. Ne déclarez pas votre amour à la personne qui l'inspire, conseillait Ninon de l'Enclos. Faites plutôt parler vos actes. Votre silence aura un pouvoir d'insinuation plus puissant que des déclarations enflammées. Les mots ne sont pas les seuls instruments de la suggestion. Les gestes, les regards sont d'une importance capitale. La technique favorite de Madame Récamier était de parler de choses et d'autres en lançant des œillades pleines de sous-entendus. Le fil de la conversation empêchait ses interlocuteurs de porter vraiment attention à ses regards, mais ils en restaient hantés. Lord Byron, lui, usait de son célèbre « regard par en dessous ». Tandis que toute l'assistance conversait à bâton rompu, il penchait la tête et se mettait à fixer une jeune femme, sa cible, sans se redresser. Ce regard avait quelque chose de vaguement menaçant, une sorte de défi, mais ambigu. Plus d'une s'y laisse apprendre. L'expression du visage est un langage en soi. Nous scrutons toujours le visage de notre interlocuteur parce qu'il trahit plus fidèlement ses réactions à nos propos que ses paroles.
Profitez-en pour transmettre par vos mimiques les insinuations que vous voulez. Pour conclure, l'insinuation est efficace non seulement parce qu'elle court-circuite les résistances naturelles de votre victime, mais aussi parce que c'est le langage du plaisir. Notre monde est désespérément explicite. Trop de gens expriment sans détour ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Nous sommes affamés d'un mystère propre à nourrir notre imagination. Dans notre quotidien d'une platitude désolante, les insinuateurs nous paraissent porteurs d'une vague promesse tentatrice. Que veulent-ils dire? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Procédez par allusion, par indice, par suggestion. Cette atmosphère séductrice entraînera votre victime loin du train-train de ses habitudes, vers un tout autre monde. Symbole. La graine. Une fois le terrain soigneusement labouré, la graine y est déposée des mois avant le printemps. Nul ne sait plus qui l'a semée, elle fait désormais partie de la terre elle-même. Déguisez vos manipulations en déposant des semences qui développeront leurs propres racines. A contrario. Le danger de l'insinuation est que si vous laissez planer l'ambiguïté, vous risquez d'être mal interprété. Il y a des moments, notamment un peu en aval du processus de séduction, où il vaudra mieux exprimer directement ses opinions, surtout lorsqu'on connaît assez bien la victime pour savoir qu'elle les accueillera volontiers. C'était la tactique de Casanova. Lorsqu'il sentait une femme prête à céder au désir sans beaucoup de préliminaires, il faisait mine de s'emballer dans un élan de spontanéité qui montait à la tête de sa victime comme une drogue, et celle-ci lui tombait dans les bras. Gabriele D'Annunzio, lui, grand coureur de jupons s'il en fut, ne perdait guère de temps quand il rencontrait une femme à son goût. Il la couvrait de flatteries, par écrit ou en parole, la charmait par sa sincérité. Souvent feinte, ce n'est qu'un stratagème parmi d'autres. Mais cette tactique directe n'est efficace que si vous sentez votre cible acquise d'avance. Dans le cas contraire, les défenses et soupçons soulevés par une attaque trop frontale seront un obstacle à la séduction. Dans le doute, mieux vaut s'en tenir à une approche oblique.